Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, Marie-Christine Imam, infirmière de santé au travail et formatrice. Pour contribuer à la réflexion au sein de notre communauté, je vous propose une revue de la littérature sur le rôle propre infirmier. Donc là, on a vu le cadre, on a vu l'enseignement. Et bien, quel sens nous donnons au sein de notre communauté sur ce rôle propre? Donc, je m'appuie sur une bibliographie qui sera mise à votre disposition prochainement par l'ISTNF. Donc, nous partons de la définition du rôle propre. Donc, qui recouvre les actes de soins infirmiers qu'un infirmier peut mettre en œuvre de façon autonome dans le cadre de son activité professionnelle. Bon, les articles, on les a vus. Donc, pour Sylvie Delon, dans son mémoire de l'école des cadres, à travers le rôle propre, l'infirmier prend des initiatives, structure un savoir-être et un savoir-faire, lui permettant d'être reconnu comme professionnel à part entière. Et Sylvie Delon retient deux mots-clés qui sont autonomie et responsabilité. Walter Esbin, quant à lui, qui est enseignant-chercheur infirmier, il définit l'autonomie de l'infirmière comme la capacité à gérer ses propres limites, de se gouverner à partir de ses propres normes, ce qui est différent de l'indépendance, car l'infirmière doit fonctionner en interdépendance avec les autres partenaires. Et dans notre cas, à minima, c'est le médecin du travail, puis en élargissant le cercle, toute l'équipe santé-travail. Donc, selon son rôle propre, l'infirmier est responsable de l'évaluation de la situation qui nécessite notre intervention, du choix des actes infirmiers et de leur réalisation, des méthodes et moyens utilisés, de la surveillance des effets des soins engagés, des résultats obtenus et de leur évaluation, et des conséquences éventuelles liées à sa pratique soignante. Et Monique Faure-Marié, qui fait partie de l'association Recherche en soins infirmiers, nous dit que c'est un rôle difficile, exigeant, toujours nouveau, riche et porteur d'avenir. Les actions du rôle propre optimisent et assurent la qualité des prestations de soins. C'est un rôle multidimensionnel en lien avec la conception de la vie comme entité biologique, psychologique, sociale et culturelle qui forge son avenir en s'enracinant de plus en plus dans une science infirmière. La valorisation du rôle propre et la reconnaissance d'un savoir propre permettent le passage du statut d'auxiliaire du médecin à celui de professionnel de santé. Le rôle propre, il est présent dans les trois dimensions du soin infirmier. Dimension relationnelle, à travers les entretiens infirmiers, mais aussi tout le recueil des données que nous faisons lors des actions sur le milieu de travail, et de l'individuel et collectif, de l'entretien à la restitution au CHSCT, etc. Éducative, à travers les actions d'information, de sensibilisation au risque professionnel, par exemple. Et puis technique, pour nous, c'est la réalisation d'examens complémentaires, de questionnaires et autres. Mais le rôle propre, il est présent dans ces trois dimensions. Quand on réalise un acte technique, quand on contrôle une tension artérielle, il y a toujours échange avec la personne, avec le salarié, il y a des commentaires, voilà. On n'est pas muet et on n'est pas passif face au salarié. Alors, un point qui pour moi a été une sorte de révolution culturelle intérieure, donc je vous en fais profiter. Le rôle propre a été défini par le ministère de la Santé après consultation, après travaux d'une commission professionnelle qui s'est réunie, et Marie-Françoise Collière, infirmière chercheuse et enseignante, en faisait partie. Bon, ce qu'a retenu finalement le ministère de la Santé et la réglementation, c'est un saucissonnage entre rôle prescrit et rôle propre. C'est un mode de pensée qui est embêtant parce que du coup c'est une sorte de schizophrénie. Voilà, ça ne correspond pas à notre vécu, puisque nous, le vécu, c'est le rôle propre, toujours et partout, comme on l'a vu à travers les compétences qui nous ont été présentées. Donc ça, c'est la version officielle, qui m'embête un petit peu. Je regrette que la proposition de Marie-Françoise Collière n'ait pas été retenue,
Pour elle, dans l'activité infirmière, il y a essentiellement le rôle propre, et le rôle prescrit n'est qu'un petit morceau de notre activité. Et bien ça, c'est une façon de voir les choses complètement différente, et moi, ça m'a beaucoup apporté dans la réflexion sur le métier, sur sa construction et sur son évolution. Alors, moi qui suis une dinosaure de la médecine du travail, ma capsule a remonté le temps et est allée encore beaucoup plus loin. Et je me suis intéressée aux premières écoles infirmières, donc au début du XXe siècle. Elles avaient pour mission de former des personnes devant assister le médecin. C'était défini de cette manière-là. Le rôle de l'infirmière se limite alors à l'exécution d'actes techniques. Il s'agit d'investiguer, de traiter et de surveiller la maladie. En 1902, le docteur Bourneville instaure un programme d'enseignement sur un an avec deux objectifs. Forger des comportements d'obéissance et de subordination. C'est lui qui parle. Inculquer un savoir concédé aux infirmières pour mieux servir le médecin. Donc on ne parle pas du patient. L'enseignement a pour but d'appliquer et non de questionner ou de réfléchir. C'est lui qui parle. Il y avait à l'époque un médecin, je ne sais plus si c'était le professeur Calmette ou non, qui disait dans les couloirs, l'infirmière doit marcher 3 pas derrière le médecin pour savoir quelle est sa place. Pendant la guerre 14-18, la notion de sacerdoce prévaut encore. L'infirmière doit savoir tout du malade, non pas tout de la maladie. La maladie, c'est la science du médecin, le malade, c'est l'art de l'infirmière. Donc on a déjà une évolution. Le diplôme d'État est créé en 1938 et la Seconde Guerre mondiale marque le début de l'affranchissement de l'infirmière vis-à-vis du médecin parce qu'il y a d'énormes besoins en santé et donc il y a un glissement des tâches, ça nous rappelle quelque chose. En 1946, on voit apparaître la définition de l'infirmière auxiliaire du médecin. Elle dispense des soins prescrits ou conseillés par le médecin. En 1961, donc la connaissance de l'homme sain est introduite au programme d'études infirmières. L'apport des sciences humaines développe la réflexion autour des besoins globaux de la personne, de son environnement de vie, donc pour nous l'environnement professionnel principalement, de l'impact de la santé et de la maladie. La notion de savoir propre émerge. Entre 68 et 72, les infirmières s'interrogent sur le sens des soins. Et donc, le programme d'études de 72, on l'a vu, s'oriente vers la compréhension des besoins de santé des personnes et des groupes. Nous, le salarié et la population de l'atelier X ou de l'usine Y. Donc, en 78, la loi officialise le rôle propre. Nous voyons reconnaître autonomie, capacité de jugement et initiative. Dans les années 80, l'apparition d'écrits infirmiers, et notamment Marie-Françoise Collière en France, donne naissance à un corpus doctrinal qui est riche, mais qui reste confiné à la profession. Et Françoise Hacker, qui est sociologue, souligne que ces ouvrages constituent un modèle de soins infirmiers et de services infirmiers, convoquant des valeurs, proclamant l'objet des soins, et constituent ce par quoi la profession existe, se légitime, assure sa cohésion et donne sens à sa fonction dans la société. Mais ce programme professionnel se déploie en vase clos. En 1988, le mouvement des infirmiers permet à la profession de passer de la vocation à la qualification. C'est une étape nouvelle et importante. En 1984 et en 1993, l'élaboration et la gestion du dossier de soins infirmiers sont affirmées comme partie intégrante du rôle propre. La recherche en soins infirmiers est reconnue. Bon, dans mon milieu, elle est encore trop pauvre à mon goût, mais déjà les mémoires de santé travail apportent déjà du matériel très riche pour la réflexion et la construction du métier. À partir des années 2000, le déficit médical entraîne une réflexion sur le transfert de tâches, notamment avec les expérimentations initiées par le professeur Berland. À l'époque, il disait qu'il n'y a rien entre le bac plus 2 des infirmiers et le bac plus 10 des médecins. Il faudrait créer une profession intermédiaire. Et pour lui, c'est infirmière, praticienne, clinicienne. Certaines décisions médicales ne sont plus prises par le médecin seul, mais en concertation avec l'équipe paramédicale. Et donc, nous, on évolue vers l'équipe médicale coopérative et l'équipe santé-travail au sens large. Un petit rappel sur la démarche de soins que certains d'entre nous
bien étudiées. Donc, les étapes, le recueil de données, l'analyse, l'interprétation, les objectifs de soins, les actions, la planification, la réalisation et l'évaluation. Tout ça pour vous dire qu'on n'est pas dans l'IA qu'un faucon. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans notre pratique en santé au travail. Ils ne portent pas leur bouchon d'oreille, il n'y a qu'à faire un PowerPoint, leur présenter, leur apporter la bonne parole, et après tout ira mieux dans le meilleur des mondes. Voilà, l'expérience montre que c'est pas si simple, si facile, et qu'il faut mettre un peu d'énergie et un peu de raisonnement avant de se lancer dans la fabrication du joli PowerPoint. Donc cette démarche de soins, elle fait appel à la pensée inductive et déductive. Toute méthodologie scientifique doit pouvoir se démontrer et s'évaluer. C'est pour ça qu'hier on a été exigeant. On vous demandait de démontrer, d'affirmer votre hypothèse, mais à partir d'une argumentation solide et étayée. La tradition orale ne correspond pas à ces exigences. Il est donc indispensable de réaliser une transcription écrite. Thérèse Psuc nous dit, donc Thérèse Psuc est infirmière enseignante en IFSI, les écrits reflètent la pratique des soins et renseignent sur la conception du soin. Ils sont la condition essentielle pour témoigner de la pratique, favoriser la continuité des soins et évaluer les résultats. Il s'agit de redonner sa place à la personne soignée, non plus comme seul objet des soins, mais comme sujet des soins. Et c'est un questionnement important en santé au travail. Est-ce que le salarié, il est objet de la médecine du travail ou sujet de la médecine du travail? Qu'est-ce que nous allons faire pour le rendre acteur de sa santé au travail? Comment on va l'accompagner pour qu'il puisse construire son identité professionnelle et personnelle dans et par le travail? Les transmissions écrites. Je vous recite Sylvie Delon. L'histoire de l'infirmière est profondément empreinte de son rôle d'auxiliaire du médecin et de la tradition orale de la pratique. L'écrit infirmier est apparu relativement tard, mais il a une importance capitale par son caractère d'obligation légale et pour la reconnaissance de la pratique infirmière. Notamment en santé au travail, la France a beaucoup été montrée du doigt par l'Europe, parce que nous avons été très très mauvais en termes de traçabilité des expositions professionnelles, et on a été très très mauvais malheureusement sur le sujet de l'amiante. Pendant de nombreuses années, les écrits ont limité le rôle de l'infirmière à l'exécution des actes techniques prescrits par un médecin. Il n'existait pas alors de traces écrites des réflexions et des actions résultant du rôle propre. Le passage du statut d'auxiliaire du médecin à celui de professionnel de la santé nécessite une valorisation du rôle propre. Cette reconnaissance ne peut se faire qu'au travers des écrits de l'infirmière. Par exemple, les observations que nous faisons au cours des entretiens infirmiers, les études de poste, comment nous allons les restituer, comment nous préparons les restitutions et nous les soutenons devant le CHSCT. Voilà, tout ça, ça passe par de l'écrit. Et Walter Esbin affirme « Nous avons à passer de l'écriture d'un acte à l'acte d'écriture ». L'écriture d'un acte, c'est l'infirmière Dupont à 14h20 a prélevé les gaz du sang de M. Dupont. Sauf qu'à l'hôpital, on a comme ça une traçabilité très technique, mais on n'a aucune notion de comment va M. Dupont. Est-ce qu'il est anxieux? Est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il est entouré? Est-ce que l'entourage est soutenant ou au contraire, il faut aussi accompagner la famille, les proches? Voilà, donc nous, on va vraiment creuser cette piste du ressenti et du vécu du salarié dans son travail. J'ai vu récemment 2 caissières d'un même supermarché de bricolage. Elles sont caissières au niveau du bâti, c'est-à-dire elles reçoivent des artisans qui viennent chercher de grosses commandes. L'une d'elles me dit c'est épatant, j'adore ce job. Il y a des liens qui se créent avec les artisans qui reviennent régulièrement. On parle de nos familles, on se montre des photos de nos vacances. Pour rien au monde, je retournerai vers les caisses classiques, parce que là, c'est de l'abattage, on n'a aucun lien avec le client. C'est froid, c'est impersonnel. Là, il y a vraiment du lien avec le client. Et puis la semaine après, je reçois sa collègue, exactement les mêmes conditions de travail, les mêmes horaires, le même matériel, les mêmes clients.
qui me dit c'est horrible, je tiens en serrant les dents, mais je ne sais pas jusqu'à quand je vais tenir, il me méprise parce que je suis une femme. Voilà, donc le même travail et deux vécus opposés. Donc tant mieux pour celle qui va bien, elle aura besoin de nous et rendez-vous dans X années. Par contre, on va porter notre attention sur celle qui tient en serrant les dents parce qu'on sait qu'un jour, ça ne suffira plus et elle va décompenser, soit physiquement, soit psychiquement. L'acte d'écrire suppose d'être au clair sur sa pratique. La transcription de l'exercice du rôle propre d'un infirmier atteste de l'existence de celui-ci. Autrement dit, si nous n'écrivons pas, le rôle propre reste invisible. Et Pascale Moulinier, à l'origine, était infirmière et aujourd'hui elle est psychologue du travail. Elle a beaucoup travaillé la question de l'invisibilité du travail de care. Et elle dit, à l'hôpital, que aussi ne se voit que lorsqu'il n'est pas fait. Les éboueurs, nous ne voyons pas leur travail. Nous sommes au boulot ou à la maison, on ne voit pas leur job. Par contre, s'ils se mettent en grève, au bout d'1 à 2 semaines, là, on se dit, zut, ils font un boulot socialement très utile, très pertinent. Donc, on est dans cette difficulté. Le travail de care ne se voit que lorsqu'il n'est pas fait, sauf que 90% de notre activité, on fait notre boulot, donc il est invisible. D'où la représentation dans la population de la gentille infirmière souriante et disponible. On n'est pas gentil par nature, on a des compétences professionnelles qu'on acquiert par la formation et beaucoup par l'expérience. C'est la représentation que l'infirmière a de son rôle propre qui influence son attitude à transmettre par écrit les actions relevant du rôle propre. Les infirmiers qui sont au clair avec le rôle propre en faisaient état dans leurs écrits. Les infirmières ont tendance à ne pas valoriser leur rôle propre car cette notion n'est pas reconnue par les médecins. L'infirmière transmet par écrit les observations relevant du rôle propre si elle peut le mettre en pratique. Alors, le sens du rôle propre dans la formation infirmière. Dans son mémoire de fin d'études en IFSI, Anaïs Dupuy-Lombier s'interroge sur l'invisibilité dans les dossiers de soins de la réflexion de l'infirmière dans l'accompagnement du patient. De plus, elle note que les modalités de transmission écrite varient considérablement d'une professionnelle à une autre. Elle se demande alors pourquoi les actes émanant du rôle propre ne sont pas valorisés de la même façon que les actes relevant du rôle prescrit par les infirmières dans les dossiers de soins. D'où son questionnement de recherche. Quel sens les infirmières accordent-elles à leur rôle propre, alors que la formation lui octroie la même importance que le rôle prescrit? Le rôle propre de l'infirmière, constitué en grande partie de savoir-être, est dit autonome. Il offre à l'infirmière une liberté d'action permettant au métier de ne pas être standardisé, d'offrir aux patients des soins personnalisés et de mettre en œuvre la capacité de jugement et de réflexion de l'infirmière, notamment à travers la démarche de soins. Le rôle prescrit, constitué majoritairement de savoir et de savoir-faire, est lui guidé par la prescription médicale. Le rôle prescrit est plus standardisé et réglementé que le rôle propre et laisse moins de place à la personnalisation du soin infirmier. Chez nous, le rôle prescrit, ça va être le protocole, et le rôle propre, c'est ce qui se passe une fois que vous avez fermé la porte de votre bureau et que vous êtes en face à face avec un salarié. C'est donc le rôle propre de l'infirmière qui permet une prise en charge globale du patient, prenant en compte la nécessité d'apporter de l'attention à la personne et de traiter le patient comme un sujet et non comme un objet. Alors que les actes réalisés sur prescription médicale doivent faire l'objet d'une traçabilité réglementaire, celle-ci n'a pas critère d'obligation pour les soins relevant du rôle propre. Ce qui limite la valorisation du travail infirmier, nous dit Dominique Friard, infirmier de psychiatrie. Or, comment analyser ce qui est rendu invisible pour les professionnels concernés? S'il n'est pas noté, le soin a-t-il été effectué? Comment tracer le relationnel? Comment valoriser le care? Le rôle propre permet à la personne soignée de se sentir exister en tant que personne à part entière, et non comme uniquement en tant que malade ou salarié,
à partir d'échanges et de recueils de données à l'origine de synthèses utiles à l'équipe, assurant leur prise en charge continue. Ce rôle propre est facteur d'évolution du métier d'infirmier. Anaïs Ducoulombier nous dit « Si les soins apportés aux patients sont dénués de sens, ou que ceux-ci sont effectués sans attention particulière à la personne, alors l'infirmière ne peut plus être considérée comme indispensable au système de santé. » Donc attention à la pratique des questionnaires, attention à des trames infirmières trop rigides. J'ai vu des collègues qui avaient une trame de plusieurs pages, qui posaient les questions, qui cochaient au fur et à mesure. Elles se mettaient en pilote automatique. Elles n'étaient pas en relation avec le salarié, mais elles défilaient leur trame. Et à terme, ça peut aussi signifier la disparition des infirmiers de santé au travail. C'est-à-dire qu'il y a des secrétaires médicales, il y a des assistantes qui sont entraînées et formées à l'aide au remplissage de questionnaires. Bon, quelle est la plus-value qu'apporte une infirmière dans ce cas-là ? Dominique Friard souligne que l'évaluation et la valorisation des aspects qualitatifs du soin sont impossibles dès lors qu'ils sont absents du dossier de soins. Il évoque une réticence scripturaire. Nous avons du mal à écrire. On est plus dans un échange oral avec le collègue et les médecins que dans l'écriture. L'infirmière trace les aspects médico-légaux du soin pour se couvrir sur le plan réglementaire. Elle écrit toutes les données objectives et préfère transmettre oralement son ressenti ou les échanges dont elle a pu bénéficier avec le patient. Plus les besoins sont vitaux, plus ils sont détaillés par l'infirmière, alors que les besoins tels qu'apprendre ou agir selon ses valeurs et ses croyances sont rarement mentionnés. Les outils mis à la disposition de l'infirmière ne se prêtent pas à l'écriture narrative des soins du rôle propre. À l'hôpital, il y a des logiciels où on ne peut mettre que des actes techniques avec l'heure, la date et le nom de l'infirmière qui a réalisé le soin. L'infirmière écrit des actes de soins plutôt que l'activité soignante. Les écrits de l'infirmière sont-ils lus, utilisés, valorisés? Les écrits infirmiers ont plusieurs objectifs. Justifier une prise en charge de qualité dans un contexte réglementaire, faciliter la prise en charge globale par les intervenants, valoriser la dimension humaine et relationnelle du métier infirmier, comprendre le vécu du patient. Et c'est vrai que quand j'ai eu un entretien infirmier délicat, où je me suis sentie inefficace, où je sens que je n'ai pas compris, où voilà, il y avait des incohérences dans le récit, je n'ai pas réussi à faire du lien entre les éléments, le fait de rédiger une monographie m'aide déjà à prendre de la hauteur, à organiser le matériel clinique et à donner déjà un premier sens à l'échange. Et puis, mettre en valeur la capacité de réflexion de l'infirmière et donc donner du sens aux soins prodigués, où je dis analyse du Coulombier. Le rôle propre, relevant d'un savoir-être, est peu observable et mesurable. Donc, il ne bénéficie pas de la même reconnaissance que les habiletés techniques et scientifiques de l'infirmière. C'est l'infirmière elle-même qui doit valoriser son rôle propre pour obtenir la reconnaissance de son métier. Cette fameuse reconnaissance qui nous est tant chère, et voilà, c'est un sujet professionnel très, très redondant malheureusement. Et bien là, ça rejoint ce que nous dit Yves Clos. Le salarié ne peut pas, Yves Clos, psycho du travail, le salarié ne peut pas obtenir la reconnaissance de son métier si lui-même ne se reconnaît pas dans ce qu'il fait. Donc à nous déjà de nous reconnaître dans notre rôle propre pour le faire connaître et reconnaître, en commençant par les médecins du travail et après en élargissant. À partir d'entretiens avec des infirmiers de différents services et de parcours professionnels variés, Madame Ducoulombier remarque que le rôle propre infirmier est imprécis. C'est-à-dire que toutes les infirmières n'ont pas une notion précise des actes relevant du rôle propre, souvent délégués aux aides-soignantes actuellement, et qu'il est masqué par le rôle prescrit,
qui est prévalente dans nos représentations de notre métier. Dans les dossiers de soins, le vécu de l'hospitalisation, l'anxiété, le relationnel du patient sont rarement décrits. Les infirmières écrivent peu de données subjectives sur leurs propres ressentis ou les propos du patient. La démarche réflexive de l'infirmière et les actions de résolution de problèmes n'apparaissent pas. Ces transmissions sont plutôt orales avec les collègues et les médecins. L'identification des besoins est décrite, mais pas les actions ni leur évaluation. Là, on a aussi une marge de progrès. Les transmissions écrites sont orientées vers deux dimensions, l'aspect juridique, pour se prémunir en cas de litige, et puis la qualité de l'efficacité, avec le souci de ne pas perdre d'informations. La notion de temps, de rapidité et de charge de travail est soulignée par toutes les infirmières interrogées. Elles remarquent que les médecins ou les cadres de santé ne prennent connaissance des transmissions écrites seulement en cas de problème, ce qui nous renvoie souvent à l'aspect juridique. Écriture infirmière et qualité des soins. Donc Dominique Friard remarque que les aspects techniques des soins, doses, horaires, entrées, sorties, sont présents dans les transmissions infirmières, mais souligne l'absence fréquente de notes sur l'état général du patient, la douleur ou encore les aspects psychologiques. Pour lui, l'écrit infirmier remplit trois fonctions. L'information à court terme, la dimension historique de la maladie et l'aspect juridique et légal en cas de contestation. Mais il est aussi une prise de distance par rapport au vécu et à l'échange au cours du soin. Il est donc organisation de la pensée et temps thérapeutique lui-même. Et Dominique Friard dit « Nous postulons que toute clinique se constitue à partir de l'observation et de l'écoute, mais également à partir de l'inscription de ce qui est observé, entendu, partagé par le soignant et le soigné. » Il nous dit « L'écrit professionnel ne tue pas la parole, il la suscite au contraire. Nous pensons que c'est parce que l'investissement du soignant et du soigné dans la relation est à chaque fois unique qu'il faut tenter de l'écrire. L'écriture permet le déplacement du lieu mental du dedans vers le dehors. Le soignant acquiert ainsi une plus grande capacité à mettre à distance son savoir, ses affects, en nous aidant à discipliner notre pensée, à la clarifier, à l'ordonner et à l'approfondir. Il nous dit, c'est en ce sens qu'il ne peut y avoir de soins qu'écrits, qu'inscrits, c'est-à-dire ramener un projet de soins et à des objectifs relationnels, éducatifs et techniques. Inviter les équipes de soins à s'interroger sur le rapport à l'écrit, sur le contenu de ce qu'elles écrivent, a nécessairement des effets sur l'écriture elle-même, mais également sur la qualité du soin. Le patient apparaît alors comme un sujet qui ressent et non plus comme un objet d'observation. Il arrive que l'infirmière rapporte les propos du patient, voire même qu'il se pose des questions et émette des hypothèses psychodynamiques. La catégorie des items sur le rôle propre ne représente que 2% des messages transmis par les infirmiers. La capacité à être soignant apparaît peu. Aux professionnels de créer une atmosphère propice aux soins et aux pensées, PENSER, le soin. Le but des soins apparaît rarement dans les écrits. Et en conclusion, Dominique Friard insiste sur le fait qu'il ne s'agit donc pas d'écrire plus ou moins, mais d'écrire mieux, avec des soins plus finement décrits, dont la finalité est bien repérée, avec une parole du patient mieux rapportée et une évaluation plus régulière. Et c'est vrai qu'hier, dans les mémoires, nous avons été souvent frustrés par l'absence de verbatim des salariés. Il souligne la différence entre les transmissions des infirmiers de soins généraux et celles des infirmiers de psychiatrie. Les premiers, soins généraux, sont plus soucieux de précision et de traçabilité. Les autres revendiquent une écriture centrée sur la parole du patient et sur le ressenti. Alors, écriture infirmière et construction du métier. En conclusion, Didier Lecordier et Liliana Judith s'interrogent sur notre capacité à produire des connaissances scientifiques et infirmières. La recherche infirmière est encore peu développée en France.
alors que nos consorts anglo-saxons produisent des articles et interviennent en congrès pour faire connaître leurs travaux. La formation universitaire permet aux infirmières françaises de produire des savoirs professionnels. Et ils s'interrogent. Dans cette communauté qui pense, débat, étudie, les infirmières ont-elles une place? Quel point de vue singulier les infirmières ont-elles à défendre dans la compréhension de l'homme et du monde à ce moment de l'histoire de l'humanité? Sont-elles capables de le partager et d'en débattre? La formation universitaire permet de critiquer notre discipline pour mieux la construire, en s'appuyant sur les connaissances léguées par nos ancêtres, mais aussi de s'inspirer d'autres concepts et de méthodes issus d'autres disciplines, notamment les sciences humaines. Ils nous disent « Les productions de théorie des infirmières ouvrent un champ de recherche extraordinairement vaste et fécond pour éclairer le monde d'une manière singulière et renouvelée. » Donc nos outils en santé au travail, on a les transmissions écrites, les rédactions d'observation, de monographie, avec les échanges en staff et aussi des échanges en groupe de pairs, PAIRS, la recherche infirmière, des démarches d'analyse de la pratique, donc au sein par exemple du groupe d'analyse pratique professionnelle entre pairs, la publication d'articles professionnels et de livres, bravo à Guillemot pour son initiative, voilà. Et des interventions à des congrès. Nous sommes trop timides, nos infirmiers français, on a toujours peur de se faire ramasser par les médecins, mais là, il faut y aller. Il y a eu il y a quelques temps un article dans les archives des maladies professionnelles d'une consoeur infirmière qui a présenté un travail sur le risque chimique chez les aides à domicile. On en a beaucoup parlé en médecine du travail, un article reconnu, très solide. Donc voilà, il faut y aller. Et c'est une belle aventure qui commence. Merci à vous.